Micro, tu as la scène pour toi. Ok, bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Guardiola, je suis professeur doctor à l'Université de sciences appliquées de Cologne, dans un institut qui s'appelle le Cologne Game Lab. Et donc on s'intéresse de près aux jeux. Et évidemment, et je ne viens pas du monde académique, c'est récent, hein, je suis dans le monde académique depuis 2 ans, réellement à 100%. Auparavant, j'étais dans l'industrie, et donc je faisais des jeux dits d'entertainment pendant près de 15 ans, hein, dont des jeux assez gros, comme des tout petits, hein, ça va de Prince of Persia, Far Cry, des licences à Ubisoft, où je suis resté un certain temps. Donc j'ai une expérience qui est vraiment de l'ordre de la fabrication de jeux. Et mon métier, c'était game designer ou directeur créatif, c'est-à-dire la personne qui est responsable de l'expérience de jeu à proprement parler, qui définit les règles, qui réfléchit à ce que va être le gameplay et qui vérifie que ce gameplay va vraiment être là et qu'on va provoquer une forme d'engagement, etc. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ça et en particulier de ce qu'on pourrait appeler les propriétés du jeu. C'est-à-dire que je vais prendre un peu les choses à l'envers. C'est pas comme si on avait un mandat et qu'on voulait faire un jeu avec, mais plutôt on va s'intéresser à des propriétés du jeu et voir ce qu'on peut en faire pour d'autres utilités. Parce qu'il est évident qu'intuitivement ou empiriquement, on voit des propriétés. Là, cet exemple ici, c'est sur la gauche, vous voyez un dessin. En fait, j'ai demandé, c'était une thésarde avec laquelle je travaillais il y a quelques années, je dis, bon, tu joues à World of Warcraft, ok. Juste avant une conférence, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais me faire une carte du monde de World of Warcraft vite fait, avec les villes, les rivières, les montagnes, les machins, et elle a commencé à me dessiner en vraiment 5 minutes, hein, comme ça, un début de truc. Donc j'ai vite photographié, intégré à ma presse pour dire voilà, donc là c'est un jeu qui ne demandait pas, qui n'a pas pour but d'apprendre la géographie à quelqu'un, et pourtant cette personne connaît la structure de ce monde, ainsi que la disposition d'éléments principaux, géographiques, etc. Donc visiblement, les jeux ont des propriétés d'apprentissage. Ça c'est quelque chose de tangible. Là un autre petit exemple qui est la première vidéo, qui peut être impressionnante de prime abord. C'est quelqu'un qui joue au dernier niveau d'une version de Tetris, donc a développé des facultés cognitives pour pouvoir faire ça. Donc là, c'est une version arcade de Tetris, vous voyez ses mains. C'est-à-dire que visiblement à ce niveau-là, il ne regarde même plus l'empilement. Il regarde la forme apparaître en haut et il l'envoie. Et là, on va en avoir la preuve, parce que le dernier niveau caché, c'est un niveau invisible. Donc il a développé des facultés cognitives au travers pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc oui, visiblement, on peut entraîner quelqu'un, et c'est quelque chose aussi qui est tangible. On entraîne des gens à quelque chose, après le quoi reste parfois à définir, mais voilà. On apprend aussi, visiblement, on aide aussi à comprendre les systèmes complexes, c'est-à-dire civilisation pourrait très difficilement vous apprendre l'histoire telle qu'on veut l'enseigner dans nos écoles, c'est-à-dire des dates, des événements, etc. C'est pas tellement ça qui compte dans un jeu comme Civilisation. Dans Civilisation, par contre, vous allez apprendre quelque chose que les professeurs auraient beaucoup de difficultés à vous apprendre, c'est l'espèce d'amalgame complexe de gestion de l'économie, des technologies, de l'expansion culturelle, religieuse, et comment cet ensemble de choses fonctionne ensemble, et vous créez cette complexité vous-même. N'importe qui peut jouer à Civilisation, parce qu'on commence très simple, et le processus de montée de votre civilisation est très bien foutu. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on expérimente des systèmes complexes, et on en retire quelque chose qu'on n'est sans doute pas capable de retirer par d'autres moyens à l'heure actuelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment une propriété très intéressante du jeu. On peut penser à SimCity aussi, ou d'autres jeux dans ce genre. On parlait d'observance il y a un instant. Il y a des mécaniques de jeu dans Farmville qui sont là pour ça. On veut que le joueur revienne absolument, parce que comment on fait ça, quand vous plantez quelque chose dans votre Farmville, il faut que vous reveniez à tel moment si vous voulez récupérer le fruit de votre truc. Et voilà, donc cette mécanique, pas que cette mécanique, hein, c'est dans un ensemble. Il ne faut pas non plus réduire les choses à ok, je prends les rewards, je transforme quelque chose en un jeu. Non, c'est pas une mécanique extraite qui va faire qu'on a réussi à un jeu. Non, mais dans cet ensemble-là, on voit bien que cette mécanique contribue à provoquer une forme d'observance. Donc par contre, après ça... donc là en fait je vais pas trop insister sur le contexte, je vais juste vous montrer 3 jeux sur lesquels j'ai travaillé dans ces 8 dernières années, où on est parti vraiment des propriétés. Enfin le troisième à moitié, c'est justement la conclusion de ça. Donc on part des... ils ne sont pas forcément des jeux qui sont exclusivement santé, mais en tout cas dans la démarche ils sont très orientés serious game, c'est-à-dire avec un propos qui veut avoir un impact qui est dans ce qu'on appelle l'ordinary life. On confronte le cercle magique de Huizinga à la vie ordinaire pour dire, voilà, là on essaye d'être un peu
pour eux et dire voilà, on va essayer d'avoir un impact dans l'ordinary life. Parce qu'il faut éviter de dire vie réelle parce que les jeux sont très réels. On voit là les facultés cognitives et les apprentissages qui sont très concrets. Le jeu, il a un impact réel quoi qu'on en dise. Mais on va parler de la vie ordinaire, c'est-à-dire la vie en dehors du jeu. Comment on peut le transférer, ce truc. Donc le premier exemple, donc il commence à dater un petit peu, il était basé sur un papier qui démontrait, au moins une première expérience montrait que les personnes qui jouaient à des first-person shooters avaient une attention visuelle qui était mieux entraînée que d'autres. Donc un papier de Grenier-Bavelier qui date de 2003. Donc ça a donné naissance à un projet qui s'appelait Village aux oiseaux. Donc là on peut peut-être lancer la vidéo, on va voir si ça marche bien. On va lancer un petit peu. Voilà, où le principe, c'est donc on reprend des mécanismes de first-person shooter, mais qui sont appliqués à une audience complètement différente. Ça veut dire qu'on a dû redesigner l'environnement. C'est-à-dire, en gros, on a cherché les gens auprès de qui ce genre de jeu n'était pas adressé et qui en avaient besoin. Donc la population qui avait été identifiée, c'est des personnes qui souffraient d'Alzheimer, pour lesquelles le réseau d'attention visuelle pouvait être critique ou important. Et donc comme là apparemment on pouvait le muscler, on a créé un jeu qui s'adaptait. Ils n'avaient pas trop à se déplacer dans la 3D, ça se faisait automatiquement avec la caméra. Ils avaient juste à pointer des oiseaux dans l'environnement. Là on voit un niveau de difficulté qui est pour quelqu'un qui est encore en bonne possession de ses moyens. Et on avait des niveaux de difficulté très très bas pour les personnes qui étaient très atteintes. Donc avec on peut prendre des photos avec un crosshair, avec un viseur plus large, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un des projets que je voulais montrer. Donc ça, c'est vraiment né d'une propriété, c'est dire, mais comment on va l'appliquer à quelque chose. Un autre exemple, donc celui-là, il va rejoindre des questions qu'on se posait juste avant, puisqu'on va évoquer Bartol, c'est le fait que le jeu, il modélise le joueur. Et ça, c'est depuis qu'on fait des jeux vidéo, on modélise le joueur, on le mesure en score. Et ce score, finalement, c'est une modélisation d'une performance, donc avec une métaphore en nombre, ou ce que vous voulez, mais on mesure une performance. Là, vous avez des exemples de Space Invader et de Defender, donc des jeux vraiment toute première génération de jeux en arcade. Et ben voilà, donc on est en train de modéliser un joueur très concrètement. Et à l'heure actuelle, donc ça c'est un des derniers jeux d'entertainment sur lesquels j'ai travaillé, où on allait très très loin dans la mesure du score. On pouvait mesurer le nombre de fois qu'on faisait des tirs à la tête, c'était un jeu de tir justement. Et puis on a un tas d'autres petites caractéristiques du comportement du joueur à l'intérieur du jeu qu'on mesurait. Donc voilà, et les joueurs sont friands de ça d'ailleurs. Vous pouvez leur donner des statistiques, ils sont toujours curieux d'aller voir comment on a mesuré et comment ils peuvent se comparer éventuellement. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de modélisation, c'est que il existe aussi des gens qui tentent de modéliser le comportement du joueur d'après leur activité à l'intérieur du jeu. Ça, c'est depuis 96, avec Bartol qui proposait sa typologie. Alors, le problème de Bartol, qui était évoqué à l'instant, c'est que tout son travail est basé sur des questionnaires post-jeu. C'est en dehors du cercle magique, on pourrait dire, du jeu lui-même. C'est des gens qui disent si vous étiez dans cette situation, ou dans le jeu quand vous faites ci. Et donc là se pose tout le problème des biais de la désirabilité sociale et ce genre de choses. Donc on a essayé de se dire, si on tentait de connecter l'activité du joueur, donc puisqu'on mesure, puisqu'on a l'information, on a une foule d'informations avec un jeu vidéo. Comment on peut connecter cette information sur le comportement du joueur ou sur ses décisions, ou éventuellement même lui demander de remplir des questions, mais à l'intérieur du jeu, et un modèle psychologique préexistant. Et donc là, en l'occurrence, on a monté un projet qui était autour de l'orientation professionnelle. On utilisait ce modèle, le modèle de Hollande, qui est utilisé depuis les années 60. C'est un inventaire des intérêts professionnels. Et donc, on a tenté de connecter. Ça a donné ce jeu. Je suis heureux, pardon. Lequel? Le modèle? Évidemment, d'habitude je la fais moi-même, c'est-à-dire oui, donc aucun rapport, merci de le rappeler. Donc voilà, ça c'est Je serai. Et donc Je serai, c'est un jeu un petit peu comme Animal Crossing, vous êtes dans un village, vous avez plein de gens, plein de missions à faire, vous avez des tas d'activités libres, oui, la musique n'est pas originale, elle a été piquée pour le besoin de ce trailer.
Et donc en fait, on traque absolument tout ce que vous faites à l'intérieur de ce jeu. Et en 2 heures, on est capable d'établir une espèce de profil où on mesure dans les 6 dimensions là, du modèle RIASEC que vous avez vu précédemment. Donc on ne s'est pas contenté de faire le jeu, évidemment. Le travail a aussi inclus aussi des études pour vérifier s'il y avait une véritable corrélation entre l'activité à l'intérieur et des moyens traditionnels de mesurer les intérêts professionnels de quelqu'un. Donc voilà, ça c'est un des rendus par exemple de résultats pour le joueur lui-même. C'est qu'il y avait aussi des rendus plus détaillés pour les éventuels consultants qui étaient impliqués. Donc ça c'est les tests qu'on a pratiqués. Et effectivement, donc comme ce sont vraiment des domaines où on est encore dans le domaine de l'exploration totale, on avait mis un certain nombre de types d'items vraiment différents, qui allaient aussi bien de mesurer le score, si vous rejouiez à quelque chose, la tenue vestimentaire que vous choisissiez, est-ce que vous suiviez ou non un ordre qu'on vous suggérait à l'intérieur du jeu, est-ce que vous réagissiez à des activités qui vous étaient complètement gratuites, on ne vous demandait pas de les faire, mais est-ce que vous les faisiez, ces activités qu'on ne vous demandait pas de faire, etc. Donc il y avait une foule d'items différents, et donc on les a comparés avec 140 personnes, c'était le test principal, avec ces mêmes personnes remplissaient un questionnaire traditionnel qu'on utilisait pour mesurer les intérêts professionnels, c'est l'IRMR, qui est toujours utilisé en France. Et donc oui, sur certains items, comme on peut le voir, il y avait quand même une bonne congruence entre les résultats maximum. Ils ne sont pas extraordinaires en termes de... l'indice n'est pas très fort pour ceux qui s'en rendent compte. Là, donc, mais toujours est-il que sur certains items, la corrélation était toujours la plus forte entre ce qu'on avait prévu comme activité où on pensait qu'on allait attirer un certain profil ou une certaine dimension et la dimension qu'effectivement ces personnes remplissaient comme étant leur plus forte par le questionnaire classique. Donc, et ça, c'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs items. Donc oui, il semble possible d'établir un lien entre une activité ou tout au moins des préférences au sein du jeu et un modèle psychologique. Donc en l'occurrence ici, on aurait pu en prendre un autre. On aurait pu prendre par exemple le modèle que vous avez présenté tout à l'heure en disant cette typologie, pourquoi pas tenter aussi de la mesurer et de créer des corrélations. Le troisième exemple, donc là c'est un appel. Donc c'est intéressant parce que voilà, ça c'est la situation plus traditionnelle dans laquelle on est quand on fait des serious games, c'est dire ok ben voilà il y a un appel sur quelque chose. Là c'était un appel international qui avait pour but donc s'appelle EduApp for Syria. Je pense que l'intitulé est assez clair. L'idée c'est de faire des jeux pour suppléer au manque de scolarisation et pour faire du soutien psychosocial pour les enfants syriens réfugiés dans les camps. C'est-à-dire pas ceux qui sont en Europe, enfin on fait des tests en Europe, mais l'audience visée, c'est vraiment ceux qui sont en Irak, au Liban, en Turquie et en Jordanie, et un peu en Syrie aussi, mais ils sont peut-être un peu plus difficiles à joindre. Parce que donc il y a 2,5 millions, même un peu plus de gamins qui sont plus à l'école, ou qui sont dans des formes d'école un peu plus précaires ou pas aussi fortes que leur habitude. En sachant que la Syrie, c'était quand même un des pays les plus scolarisés du Moyen-Orient, donc avec un très bon niveau scolaire. Et donc c'est un jeu qui doit leur apprendre les bases de la littératie, de la lecture, de l'arabe classique, et faire du soutien psychologique. Donc donc ça, c'est la proposition que nous avons faite. Donc on est en plein dedans, on vient de livrer la version bêta hier soir. Donc les principes qu'on a appliqués, pour le coup, voilà, là j'applique ce que je viens de vous décrire, mais dans le cadre d'un appel, on a dit très bien, on va utiliser ces deux principes, ces deux propriétés qu'on connaît du jeu, ou parfois qu'on connaît comme ça. C'est-à-dire le stealth learning, par exemple, c'est censé être le fait que vous appreniez sans le savoir, comme l'histoire de la carte tout à l'heure. Comment on peut appliquer ça très concrètement dans un processus de conception de jeu, de design, design de l'activité, du gameplay. Comment ça peut exister pour de vrai. Et puis le procedural flow, donc qui a déjà été évoqué, mais là je le prends dans son ensemble, c'est-à-dire pas seulement sur l'aspect challenge impliquant, mais il y a d'autres facteurs qui sont l'oubli du temps, aussi de l'espace et de notre propre présence quelque part. Il y a plusieurs facteurs comme ça dans le flow qui sont pas seulement de l'ordre du challenge, donc c'est dans l'ensemble du flow. Là je vais juste parler du stealth learning. Voilà, donc ici comment on a appliqué le stealth learning, c'est qu'on a pour apprendre à lire l'arabe, l'enfant va passer au travers d'une multitude de mini-jeux qui vont se répéter en fonction des moments où il avancera dans le jeu. Et dans chacun de ces mini-jeux, on a fait attention à ce que l'aspect pédagogique ne soit pas le centre de l'activité.
Ici, vous avez un exemple. C'est par exemple, là, le but, c'est visiblement de trouver la lettre qu'on nous demande sur le sol. Au premier plan, vous voyez une lettre sur le sol qui est encadrée. Il faut trouver une des petites créatures qui ont les lettres sur elles. Hein, c'est les petits héros du jeu. On doit aller trouver la bonne et la ramener. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à identifier parce qu'elles n'arrêtent pas de se bouger, de se bousculer. Elles courent partout, elles ne se laissent pas faire. Et donc, c'est plutôt ça le centre de l'activité du gamin. Et il est en train d'essayer de choper cette lettre et de la ramener au premier plan. Et ça, la plupart de son focus est là. Parce que finalement, on lui donne la lettre qu'il faut mettre. Et puis le son est répété quand on touche les lettres, quand on fait les choses, etc. Mais ce n'est pas le focus de son activité. Le focus de son activité, c'est j'essaie de choper cette lettre. Un autre exemple, là avec des ballons, donc celui-ci est plus axé sur le fait d'épeler les mots. Il faut garder en l'air les lettres qui composent un mot. C'est pareil, ces lettres, elles sont données. Mais par contre, aller identifier avec précision quel ballon est mêlé à l'autre, très vite, ça devient un gros bazar en haut. Et c'est là où on le challenge, c'est là où on crée du gameplay. C'est autour de l'activité, choisir les bons ballons pour ne pas faire tomber les lettres, parce que celles que je veux garder en l'air, je les connais. Ça m'est quasiment donné. Et un dernier exemple, donc là, qui est plus de l'ordre du vocabulaire et de l'acquisition de vocabulaire et de compréhension, où on doit essayer il y a Antura, le chien, donc il y a un des personnages principaux aussi du jeu, qui est en train de dormir, et on doit amener une image vers le mot qui le définit. Et simplement, on doit déplacer cette image en évitant de réveiller le chien. Donc on est focalisé sur, tout doucement, faire attention, je passe autour, en plus le chien il bouge en dormant. Voilà, c'est ça le genre d'activité que sur lequel le joueur est en train de travailler. Au moment de la conception du jeu, c'est véritablement ça qui nous préoccupe. C'est-à-dire que là, ce sont des extraits. C'est deux extraits de documents de design sur lesquels on travaille, on a travaillé au moment de l'établissement du contenu. Donc là, c'est un autre mini-jeu qui s'appelle lancer la balle en résumé. Vous voyez Pokémon Go, donc voilà, vous lancez des balles pour essayer de choper des petites créatures. Imaginez la même chose, sauf que c'est des lettres. Ben, c'est pareil, donc on donne les lettres. Mais ce qu'on a fait à chaque fois qu'on crée un de ces mini-jeux, au final, il y en a une trentaine en réalité dans le jeu, à chaque fois, on a créé cette petite boucle que vous voyez en dessous, qui sont des boucles de gameplay, où on s'assure que dans les différentes activités que le joueur va faire dans ce jeu, dans ce mini-jeu, il y en a la centrale, où il y en a une très importante qui ne sera pas de l'ordre du pédagogique. De manière à ce que, là, par exemple, vous voyez effectivement, pour pouvoir finir un round de ce jeu, le joueur va être obligé de bien associer une lettre et un truc, mais ça ne représente aucun véritable challenge. Il doit le faire, par contre, c'est une tâche. Et l'aspect gameplay, c'est la distance, la manière dont il va tirer la balle et la positionner dans une direction pour la lancer et essayer de toucher la balle dans le décor. Là, c'est ce qui va focaliser son attention. Et c'est identifié clairement, rationnellement, dans le processus de design. Et c'est aussi vérifié, c'est-à-dire que on parle de tests d'impact. Alors les jeux sérieux, de manière générale, manquent cruellement d'études de tests d'impact pour dire regardez, est-ce que ça marche pas, pour être très solide. C'est regardez le nombre de serious games qui sont faits, le nombre qui proposent des publications et des études, vous verrez que c'est absolument dingue. Et donc, je n'évoque pas tant cet aspect-là, que là, les tests qu'il faut faire pendant le design. C'est-à-dire les tests qui sont là uniquement pour aller voir si mon jeu il fonctionne, ou quel type d'activité, de comportement il provoque chez l'enfant au moment où je le fais. C'est pas après. Quand je suis en train de designer, le processus de designer un jeu, c'est aussi regarder l'audience en train de pratiquer mes prototypes et les corriger, les améliorer, les optimiser au jour le jour. Donc là, ce sont parmi des images qui viennent des playtests qu'on pratique couramment. Donc là, c'est avec des enfants qui sont dans des camps de réfugiés en Allemagne. Donc pas encore ceux qui sont sur le terrain, qu'on vise au final, mais qui parlent arabe et qui aussi ont manqué beaucoup l'école. Voilà. Et donc on peut voir, on corrige notre truc, ah oui ça marche pas, donc là ils sont pas très engagés, très bien, on va changer la structure de notre truc, on va voir comment on peut améliorer ça. Donc en termes de conclusion, il y a la première partie de ma conclusion, c'est une forme d'encouragement pour vous dire, si vous vous lancez dans des serious games ou des choses comme ça, renseignez-vous sur les propriétés du jeu et tentez de voir lesquelles peuvent vous aider. Et essayez d'avoir une approche rationnelle. Vous pouvez aussi en avoir une empirique, c'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que certains jeux ont une faculté particulière. Décortiquez-la, il faut vraiment essayer de l'avoir. Et aussi identifier le processus de transfert à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire que là, comme vous l'avez vu sur le jeu pour la Syrie, on l'a localisé dans notre processus de travail, dire « Ah, c'est là que ça se passe, que le transfert semble devoir se faire ». Mais voilà, il y a quand même un manque global, c'est que l'activité jeu elle-même, le fait de jouer,
ben on manque d'informations sur ce que ça provoque d'un point de vue psychologique, cognitif, neurologique. C'est l'état d'être en train de jouer. À l'heure actuelle, on ne sait même pas à quoi ça ressemble sur une image d'un cerveau. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas encore croisé. Donc là, il y a quelques pistes qu'on est en train d'explorer ou sur lesquelles on monte des projets parce que c'est des sujets qu'on considère comme critiques. Donc là, ce qu'on appelle le Brain and Play Initiative, c'est un premier consortium de personnes qui se réunissent pour essayer de voir comment on peut lancer des programmes d'imagerie cérébrale ou des EEG vraiment dédiés à l'étude de l'état mental d'être en train de jouer et savoir ce que ça implique. Il y a des programmes pour créer des jeux qui sont... Enfin, un programme principalement là, en ce moment, pour tenter de créer des jeux qui permettent de diagnostiquer ou de prévenir des troubles psychologiques. Donc ça, c'est aussi ça implique beaucoup de choses. Aussi, là, c'est un projet qui est interne à l'université. On essaye de reproduire, enfin on programme cette année en tout cas, de reproduire des expériences sur le flow, justement. Donc là, pas, sans observation, sans imagerie véritablement, pour essayer de mieux définir la relation entre certaines caractéristiques du jeu et l'état de flow. Un exemple très clair, le jeu, par définition, il implique une certaine incertitude. C'est-à-dire que je parie dans une incertitude. Que je sois en train de bouger ma voiture ou en train de prendre une décision dans un jeu de stratégie, je pense que c'est la meilleure décision. Je parie sur le fait qu'elle va avoir un résultat positif sur la sortie du jeu, que ça implique une exécution complexe ou pas. Si on retire cette incertitude, qu'est-ce que ça change dans notre fonctionnement? Est-ce que ça brise vraiment le jeu? Est-ce que ça change notre état mental avec ça? Voilà. Ou le flow. Voilà, donc j'ai terminé, c'était, je pense que je suis à peu près dans les temps. Voilà, mais merci. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, pardon. Alors, nos amis, je vais essayer de contourner par le haut. C'est une nouvelle stratégie en fait. Voilà. Je parle aussi au nom de mon camarade, parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir entendu dire ça, parce que c'est une vision qu'on partage sur l'aspect ludique qui est dans beaucoup de jeux du coup, qui est laissé de côté pour l'aspect sérieux. Et recentrer un petit peu sur le fait qu'il y a des mécaniques de jeu, du game design qui peut participer à transmettre quelque chose sans forcément qu'on soit fixé sur l'apprentissage en lui-même, du fait même qu'un jeu, dans beaucoup de jeux comme toute œuvre, ça peut être des livres, ça peut être des films, qui ont un message à l'intérieur qui est transmis, alors qu'il n'y a pas besoin de faire un catalogue, un livre de cours pour transmettre quelque chose. Et je pense que le jeu vidéo, il faut recentrer là-dessus un petit peu. Et voilà, c'est juste pour dire qu'on était content d'avoir entendu dire ça. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a une question particulière? CUT Warning, propriété. Ah, c'est bien. Depuis que j'ai fait des jeux, C'était pas moi sur la vidéo, hein, c'était... C'est impressionnant. C'est là une carte jaune et la carte. La question que je me posais quand je voyais les réflexes, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Éric Ciotti est le président du conseil départemental et vous connaissez les 3 autres personnes. Non, je me posais la question en fait de l'apprentissage de certains gestes en chirurgie vidéolaparoscopique. C'est-à-dire qu'en fait, l'œil, il est dirigé sur, comme si j'étais en, comment dirais-je, en milieu ouvert, et en fait
les mains agissent, un peu comme pour les pianistes aussi, en fait. On a la même logique. Le pianiste, soit il connaît la partition par cœur et effectivement il regarde ses doigts, mais quand il lit, il y en a qui ne regardent pas leurs doigts. Il y avait un exemple intéressant sur la laparoscopie, justement, d'application de propriété du jeu. C'est en utilisant un effet de bord, comme ça, on va dire, appelons ça un effet de bord pour cette propriété particulière. C'était un programme hollandais, je crois, où pour entraîner à la laparoscopie, au lieu de faire ça dans un environnement de simulation réaliste de dessin, on manipulait des petits trucs pour résoudre des puzzles qui étaient dignes d'un environnement graphique à la Mario. Et parce qu'en fait, l'aisance qu'on acquérait pendant le jeu, elle pouvait servir pendant les opérations réelles. Enfin, en tout cas, c'était l'idée du transfert vers la vie ordinaire. Hein? Oh. Moi j'avais une question. Comment on devient game designer? Je ne sais pas s'il n'y a pas de formation. Il y a des formations spécifiques Oui, il y a des écoles, des formations. Par exemple, là, le Cologne Game Lab, c'est une faculté où on enseigne le game design pour des bachelors et des masters. En France, vous avez une des meilleures écoles européennes qui est l'Engmin, qui prend au niveau, il faut être licence ou équivalent. Et après, vous avez 2 ans de master et vous pouvez avoir une coloration game design. Il y a des progs. Le modèle de la plupart de ces écoles, enfin je parle des publics, de la plupart des écoles publiques, c'est de reproduire un peu le modèle de la FEMIS, c'est-à-dire on a dans le même lieu des programmeurs, des graphistes, des chefs de projet, des sound designers et des game designers, de manière à ce qu'on puisse produire des jeux à l'intérieur. C'est quand même des métiers où l'enseignement est assez récent, et donc ça se fait beaucoup par pratiquer et être tout de suite dans le bain de « ok, on en fait des jeux tout de suite, et on tente d'améliorer notre savoir-faire. Merci. Questions, commentaires? Est-ce que tu peux repréciser le nom de l'école? Parce que ici j'ai 3 sourcils qui se sont levés en même temps. Bon, il y a l'Engmin, c'est le CNAM Engmin. Vous regardez sur le CNAM, école de jeux vidéo en France, vous allez trouver l'Engmin très facilement. C'est la plus grosse. Voilà, les sourcils se sont baissés, merci beaucoup. Voilà. C'est important, ça, c'est important. Oui, merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation. Moi j'ai une question sur le dernier jeu qui m'a beaucoup intéressée, qui est basé sur les apprentissages. Donc, comme c'est les apprentissages qui sont visés, donc on a bien compris que c'est des apprentissages de type implicite, tout en s'amusant. Mais je voulais savoir, est-ce que dans l'établissement des scénarios, vous travaillez avec des psychologues développementalistes? En fait, comment spécifier la nature des apprentissages qui sont ciblés? Ils ont travaillé avec des psychopathes surtout. D'accord. En fait, la plupart des experts, on a un psychologue qui travaille avec nous et qui fait de la psychologie expérimentale, donc qui travaille un peu sur l'aspect pédagogique, mais surtout sur l'aspect psychosocial, nous aider à mettre en place des méthodes. Et pour l'éducation, on travaille avec des enseignants et des professeurs. Qui définissent les programmes. Voilà, qui définissent des programmes. Et qu'on a convaincu que non, on n'allait pas mettre leur programme sous forme de petites fiches dans un jeu. Voilà, c'est que ça allait être autre chose. Mais c'était une caractéristique de l'appel, c'est-à-dire que cet appel et du App for Syria, il fallait être un jeu, c'est-à-dire que ça faisait partie des critères de sélection et pour être financé sur le long terme. Ils ne voulaient pas d'une application d'e-learning ou quelque chose comme ça. D'accord.